Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas sponsorisée par un service de VPN, mais par moi sur mon temps libre, puisque vous le savez, si vous suivez le contenu de ma chaîne, la majorité du temps, j'essaie de vous proposer des solutions où vous reprenez la main sur vos services, vos systèmes de gestion de données, vos données même personnelles, pour ne pas les déléguer à des services tiers, des services cloud, etc. Ce qui peut avoir des avantages dans certaines situations, hein, évidemment pour gagner du temps ou pour des raisons de fiabilité, mais vous, quelque part, vous leur donnez aussi accès à des données auxquelles elles ne devraient probablement pas avoir accès. Et donc, dans une multitude de vidéos sur ma chaîne, vous allez retrouver plein de choses autour de DNS privé, autour de l'auto-hébergement dans un NAS, avec des solutions pour gérer vous-même vos propres données et vos propres services. Aujourd'hui, on va parler de VPN, et avant de rentrer dans le cœur du sujet, à savoir ce qu'est un VPN, et j'imagine que vous en avez déjà une petite idée, puisque vous avez dû voir pléthore de vidéos sur YouTube sponsorisées par des services payants de VPN, services payants qui sont d'ailleurs à des taux de discount énormes. On vous propose 90, 95, 99% de réduction, des rétractations à plus savoir quoi en faire, parce que c'est quand même un service qui peut être intéressant pour certaines personnes, mais c'est aussi un service qui est dévoyé de son utilisation principale, et je vais essayer de vous remontrer aujourd'hui une des utilisations que vous pouvez faire d'un VPN, qui est d'avant tout sécuriser votre propre connexion Internet quand vous êtes en déplacement, en faisant en sorte que vos appareils mobiles, donc ici par exemple un ordinateur portable ou un smartphone, viennent se reconnecter sur votre réseau personnel, donc le réseau domestique chez vous, et ensuite accèdent à Internet comme n'importe quelle machine, comme si vous étiez connecté chez vous, de n'importe où vous vous trouvez dans le monde. Alors évidemment, je vais vous proposer une solution où vous vous auto-hébergez votre service WireGuard. Ici, je l'ai fait avec du Docker, dans un serveur, donc c'est du Linux en gros, sous JDOM, mais il y a une multitude vraiment de manières de déployer WireGuard. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce que je vous propose, WireGuard, c'est un service de VPN qui est open source, qui est gratuit, et qui est extrêmement réputé en termes de fiabilité, en termes de sécurité, et c'est, je pense, qui compte le plus quand on déploie ce type d'outils. Alors, le service WireGuard, je vous montre tout de suite en quoi il consiste. Donc, je l'ai démarré sur mon serveur. Donc, moi, j'ai choisi d'avoir mon serveur JDOM, mon serveur de domotique, puisqu'il n'est pas surchargé. Donc, je peux lui adjoindre un service de DNS DHCP plus un service WireGuard pour la partie VPN. Et j'ai défini, alors ce qui s'appelle ici dans l'interface graphique des clients, mais en fait il faut comprendre que ce sont des pairs, puisque le mécanisme WireGuard est plutôt du peer, alors que les services classiques OpenVPN ou IPsec sont plutôt des clients-serveurs. Donc des clients ici, puisque c'est la terminologie qui a été choisie pour cette interface graphique. Donc j'ai deux clients, vous les retrouvez ici, mon S23+, mon smartphone, et mon Inspiron, donc mon ordinateur portable. Tous les deux sont autorisés sur le réseau, on le voit là, et je les ai déjà préconfigurés. Maintenant, imaginez, vous êtes en déplacement, vous êtes à l'étranger, vous êtes actuellement connecté sur le réseau de votre opérateur mobile. En soi, il n'y a pas de risque particulier. Je vous ai déjà expliqué pas mal de petites combines. En particulier, quand vous allez dans la partie connexion, paramètres de connexion, vous pouvez par exemple utiliser des DNS privés. Donc, une fois que vous avez les DNS privés activés et que vous utilisez avec votre navigateur internet des sites en HTTPS, donc des sites chiffré, l'opérateur en question voit passer du trafic chiffré, que ce soit pour les requêtes DNS ou le trafic HTTPS, il y a quasiment plus de risque. Malgré tout, vous pouvez vous retrouver dans des situations, je sais pas, par exemple à l'hôtel, dans des lieux de restauration, McDo et autres, à ne plus avoir de forfait de data, ou d'être à l'étranger, donc d'avoir un forfait de data limité, et donc de devoir utiliser des Wi-Fi publics pour vous connecter. Et là, vous êtes un peu plus en danger, puisque suivant ce que vous allez y faire, vous pouvez éventuellement avoir des fuites de données personnelles, voire quelqu'un qui scanne le trafic qui passe sur le réseau Wi-Fi, donc ça peut être un petit peu embêtant. Pour éviter tout risque et être sûr que vous ne prenez vraiment zéro risque, des attaques man in the middle et compagnie dans un café public, enfin resto public ou autre, ça peut arriver. Le service WireGuard, qu'est-ce qu'il fait ? Je vous montre ici, donc j'ai le client WireGuard, je le démarre sur mon smartphone, vous voyez la petite clé qui s'affiche en haut, c'est un service de VPN, donc ça fonctionne avec le service VPN Android, et ça va créer un tunnel sécurisé entre ce smartphone, puisqu'ici j'ai décidé de vous montrer le smartphone, mais ça pourrait être l'ordinateur portable, et le serveur ici, WireGuard, chez moi. Donc vous voyez ici, le petit point vient de s'allumer, puisque le trafic vient de démarrer, et la machine vient d'être identifiée, donc le smartphone vient d'être identifié. Ce tunnel sécurisé s'est établi, évidemment, il n'y a que ce smartphone qui peut se connecter avec ce client-là.
Ce sont des secrets qui sont partagés entre la partie cliente, en gros, et la partie serveur, même si je vous répète, c'est pas vraiment client-serveur. Et ensuite, donc tout ce qui passe dans ce tunnel, enfin en tout cas tout le trafic qui a lieu sur le smartphone est envoyé sur le tunnel WireGuard et débarque quelque part chez moi directement sur mon serveur WireGuard et ensuite part sur le réseau WireGuard. Un premier truc assez sympa que ça permet de faire, c'est que ça me permet de me connecter avec une adresse IP locale. Je suis toujours sur un réseau ici d'un opérateur mobile. Mais via le réseau WireGuard, donc le tunnel WireGuard, vous voyez ici que je suis connecté sur une adresse locale. Cette adresse locale, 192.168.1.21, c'est l'adresse toujours de ma box domotique, mais normalement j'y ai pas accès forcément depuis internet, là j'y ai accès. Et donc mon smartphone est reconnecté comme s'il était connecté en Wi-Fi, disons par exemple en local chez moi, et donc j'ai accès au même service que si j'étais connecté chez moi. Donc je peux me connecter à des machines en local chez moi, et si jamais je sors sur internet, donc si jamais je vais visiter n'importe quel site, n'importe où je sois dans le monde, je vais sortir par ma connexion internet chez moi. Et donc du coup je serai identifié comme étant chez moi. Donc, il n'y a pas de souci de sécurité particulière. C'est comme si j'étais connecté chez moi, en toute sécurité, et que j'allais ensuite surfer sur Internet de manière classique. Donc, c'est essentiellement ce service WireGuard de VPN que je vais vous présenter. Très pratique, donc vous l'avez vu dans plusieurs situations. Soit pour réaccéder à des données qui sont chez vous, mais en toute sécurité, comme si vous étiez connecté chez vous. Soit aussi pour aller accéder à Internet, mais en passant par un tunnel complètement sécurisé. Donc, pour votre opérateur réseau, donc votre SFR, Orange et compagnie, ou si vous êtes à l'étranger, l'opérateur à l'étranger, mais aussi pour la connexion sur laquelle vous vous trouvez, connexion Wi-Fi publique sur laquelle vous vous trouvez. Tout ce qu'elle voit, c'est un tunnel chiffré. Donc, incapacité totale de savoir ce qui passe dans le tunnel chiffré. Évidemment, il y a une sécurisation aussi de l'identité de la machine sur laquelle vous vous connectez, donc le serveur WireGuard. Donc, impossible aussi de se connecter involontairement à un autre serveur et donc de se faire attaquer. Et ensuite, vous êtes tranquille. Vous pouvez comme ça aller surfer, aller consulter vos données, comme si vous étiez chez vous. Vous allez voir que le serveur WireGuard est très très simple à mettre en place. Dans cette vidéo, je vais vous déployer la version WG Easy, WireGuard Easy, qui propose en plus ce petit front-end assez élégant pour pouvoir régler comme ça graphiquement votre serveur WireGuard, en tout cas créer des clients, les activer, les désactiver, partager des configurations de manière très 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 pratique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc de vous montrer vite fait comment on déploie WireGuard chez vous, je voulais quand même donc vous rappeler le principe de WireGuard, et pour ça vous le retrouverez sur le site wireguard.com qui en parlera bien mieux que moi, mais faites attention, ce site est quand même un petit peu compliqué à comprendre quand on veut se lancer dans des services de VPN, parce qu'il ne vulgarise pas du tout les concepts de VPN, il explique ce qu'apporte WireGuard aux services de VPN, en quoi ils ont innové, et comment ils fonctionnent. Historiquement, WireGuard a été introduit dans le noyau Linux, donc c'est un service Linux. Il est maintenant cross-platform, donc vous pouvez l'installer sur d'autres plateformes que Linux, Windows, macOS, iOS, Android et d'autres. Mais il est aussi cross-platform, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un serveur sous Windows et un client sous Android. Peu importe le type de déploiement, normalement ça fonctionne. Et chose très intéressante, c'est qu'il a été aussi conçu pour être totalement opérable dans des systèmes de conteneurs. On va le déployer, nous, dans un conteneur. Ça fonctionne extrêmement bien dans un réseau de conteneurs Docker, en sortant ensuite du réseau, pour pouvoir accéder aux autres machines de votre réseau physique, puis accéder à Internet. Donc il n'y a pas de souci non plus autour de tout ça. Le principe général de WireGuard a été de déployer, de créer un serveur de VPN, si on peut appeler ça serveur, aussi facile à utiliser et simple à déployer qu'un serveur SSH, c'est comme ça qu'il se vend, avec un principe d'échange de clés privées, clés publiques, donc très facile en fait à mettre en place. Vous allez voir que quand on veut configurer un client, donc une machine qui peut s'y connecter, ça se fait vraiment très facilement. Il n'y a pas de souci de configuration de réseau, de choses comme ça, c'est vraiment extrêmement simple à mettre en place. Il est au top en termes de cryptographie, donc il utilise tous les procédés modernes de cryptographie pour vous assurer des connexions sécurisées, mais aussi une architecture, une conception, on va dire, de serveurs sécurisés. Voilà, donc state of the art, c'est-à-dire ce qui se fait à peu près de mieux en termes de cryptographie, tout à fait au goût du jour. Il minimise évidemment la surface d'attaque, donc il est extrêmement sécurisé. Il est très haute performance. Vous pourrez regarder sur internet, il y a des graphiques qui montrent les différences de performance entre de l'IPsec, de l'OpenVPN et d'autres. Vous verrez qu'il est extrêmement performant.
même si la performance dépendra de la machine qui l'héberge et de votre connexion internet, bien évidemment, mais en lui-même, normalement, il ne devrait pas limiter vos performances. Et il est aussi extrêmement détaillé et partagé en termes de conception. Son code est open source, et vous avez les technical white paper, donc vous avez le lien là-haut, white paper, vous avez ici technical white paper, et si ça vous intéresse, vous avez un PDF avec un abstract et compagnie, qui va vous expliquer dans le détail les mécanismes d'endpoint, d'échange de clés, et d'une chose qui est très particulière chez WireGuard, qui s'appelle le crypto-key routing. Donc c'est le mécanisme qu'ils ont mis en place avec un ensemble de peers, donc de pairs, et l'échange de clés privées sur un réseau, chaque machine ayant son adresse IP locale à ce que vous avez déployé, et des capacités de discuter entre eux, etc. Vous voyez ici, clés privées, clés publiques du peer, et des choses de ce type-là. Tout ça est décrit dans des fichiers de configuration qu'on ne verra pas du tout dans cette vidéo, je vous rassure. C'est quasiment du déploiement one-click, mais c'est juste pour vous expliquer que ce sont des technologies extrêmement pointues, extrêmement détaillées, et donc open source. Vous avez ici source code avec la disposition complète de tout le code source. C'est une solution gratuite, c'est une solution ouverte et déployable chez vous. Évidemment, il y a des solutions payantes, donc je vous montre quand même ProtonVPN ici pour que vous ayez une idée, mais ça c'est une solution commerciale. Mon but n'est pas de vous faire de la publicité d'un service commercial, mais vous avez des solutions commerciales qui sont basées sur ces solutions open source. Donc si vous êtes intéressé par un service hébergé, on va dire, par un opérateur cloud, vous avez ce type de service qui existe aussi, mais il faudra payer pour. Donc WireGuard, on a vu en quoi ça consiste rapidement. Je vous montre ce site. Alors c'est le site IT Connect. Je crois d'ailleurs qu'IT Connect a fait une vidéo. D'ailleurs ça doit être dès le début. Voilà, vous avez une vidéo de mise en place de WireGuard. Alors il vous montre dans ce Home Lab comment il a déployé WireGuard, ce qui n'est pas tout à fait similaire à ce que je vais vous montrer, mais en tout cas il avait fait un petit article de blog et une vidéo qui explique tout ça. Je me permets juste de vous montrer donc son graphique qui est ici, puisque c'est ce qu'on va faire. Donc on a à gauche ici l'ordinateur portable, le smartphone, il est connecté sur un réseau public, sur internet, dans une zone ici on va dire qui n'est pas potentiellement pas très sécurisée. Vous savez pas trop si jamais il y a des risques quelconques sur le réseau sur lequel vous vous êtes connecté. Vous allez établir donc ce qu'on appelle ici un tunnel vers votre réseau, ici c'est le réseau du domicile. Votre routeur va laisser passer le trafic vers votre machine qui héberge le pire WireGuard, mais en gros le serveur on va dire WireGuard, même si, je vous le répète, client-serveur, c'est pas tout à fait d'actualité, mais en tout cas on va les appeler comme ça. Et donc ensuite vous allez être tout le trafic en fait de votre machine, votre ordinateur, votre smartphone, va se trouver sur votre réseau local, et donc vous allez avoir accès à tous les périphériques de votre réseau local, mais aussi vous pourrez ressortir sur internet depuis votre routeur à vous, et donc avec votre adresse IP publique à vous. Donc ça vous permet comme ça très facilement de faire comme si vous vous trouviez chez vous, d'avoir la sécurité du réseau de chez vous, dans un tunnel VPN. Alors il y a quand même ici sur la partie routeur deux petites choses qu'il faut que je précise. Deux ou trois petites choses, je ne sais plus, mais en tout cas, je vous conseille d'avoir toujours une adresse IP publique fixe. Moi, c'est pas mon cas. J'ai une adresse IP dynamique, puisque je suis chez Orange, donc je n'utilise pas d'adresse IP pour me connecter à mon service WireGuard, j'utilise un nom de domaine. Donc j'ai un nom de domaine associé à mon adresse IP dynamique, donc qui est remis à jour automatiquement. Donc c'est ce que j'utilise pour me connecter sur mon serveur WireGuard. Mon routeur c'est une Livebox qui fait suivre le trafic à WireGuard et je vous montrerai comment. Et l'autre chose c'est que chez certains opérateurs vous avez ce qui s'appelle le CGNAT, CGNAT, donc c'est le cas particulièrement chez SFR, donc le Carrier Grade NAT. C'est du NAT, on va dire, une espèce de partage d'adresses IP publiques entre plusieurs clients d'un opérateur, en gros. Donc c'est du NAT de classe Carrier Grade, donc transporteur, donc opérateur. Ça permet de diminuer la quantité d'adresses IPv4 qu'un opérateur a d'allouer, en partageant ces adresses IPv4 à plusieurs clients. Et donc vous avez des ranges de port qui sont partagés entre plusieurs clients, et ça vous empêche de faire pas mal de services, dont des services comme WireGuard, mais aussi plein d'autres services de domotique et autres. C'est hyper pénible. Chez des opérateurs comme SFR, vous avez ce type de soucis. C'est pas du tout des services qui sont très à l'aise avec ce type d'offre, donc je vous conseille soit de demander à votre opérateur de vous rebasculer sur une adresse IPv4 publique ou dynamique, peu importe, mais dédiée à vous, soit de changer d'opérateur, soit vous avez quelques solutions, mais je les expliquerai pas ici, elles sont beaucoup trop complexes, je pense à mettre en place. Ceci étant dit, je pense que maintenant vous avez une bonne idée de ce qu'est WireGuard, en tout cas une meilleure idée.
Je rentre pas dans le détail technique, puisque je pense que ça sera peut-être trop compliqué pour beaucoup d'entre vous, et pas nécessaire. On n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne techniquement à partir du moment où on est en capacité de comprendre dans les grandes lignes comment ça marche, et de faire confiance aux personnes qui gèrent ce type de projet, et d'autant plus qu'il est open source, et avec énormément de contributions intégrées dans le noyau Linux, donc quand même, c'est pas mal d'indications comme quoi c'est quelque chose d'assez fiable. Avant de vous montrer comment le déployer comment le déployer en tant que tel, donc dans JDOM et dans du Docker, je voulais quand même vous dire qu'il y a d'autres manières de le déployer. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé énormément d'OpenMediaVault. OpenMediaVault, qui est une distribution open source de NAS, donc pour créer votre NAS, un système d'exploitation pour NAS, basé sur du Debian, donc sur du Linux, qui dispose des services WireGuard, et vous avez une extension, un service donc, qui est disponible dans le dépôt OMV Extra. C'est pareil, je vous ai déjà expliqué comment configurer tout ça, donc regardez mes précédentes vidéos si ça vous intéresse. Une fois que le service est activé, vous avez accès au tunnel, aux clients et aux configurations, donc vous avez la possibilité sur votre serveur NAS de faire du WireGuard. Moi j'aime pas cette approche, ça fonctionne très très bien, je l'ai essayé rapidement, pas de soucis, ça fonctionne bien. C'est juste que pour moi, un NAS doit principalement servir de gestion des données, donc tous les services autour de la gestion de partage de données, en fait, accès à des flux vidéo, des choses comme ça, tout autour de votre gestion de données, pas à des systèmes, protocoles, services techniques. Donc, je n'aime pas héberger ce type de service sur un NAS. Après ça, si vous avez une machine qui tourne 24h sur 24, bien dimensionnée, avec ce type de possibilités, vous pouvez déployer sur OpenMediaVault ce type de service. Vous pouvez le déployer aussi sur du Home Assistant. Je pense que c'est plus intéressant sur du Home Assistant sur du JDOM, même si ça fait mélanger un côté technique avec un côté domotique. C'est assez intéressant, je vous l'avais montré par exemple avec AdGuard Home, parce que moi c'est des machines que je monitore énormément, qui sont bien supervisées, qui sont très fiables, qui tournent 24h sur 24, que je backup, etc. Donc c'est des machines, je sais, elles sont toujours disponibles. Donc c'est intéressant d'avoir des services comme AdGuard Home ou WireGuard. D'ailleurs, en regardant ça, il y a un petit truc qui me dérange et je le corrige tout de suite. WireGuard, ça s'écrit comme ceci, WireGuard, donc avec une double capitalisation, 2 majuscules. Donc je corrige, comme ça m'évitera ensuite de me refaire la remarque. Donc, je l'héberge sur mon système de domotique parce que je trouve que c'est approprié. Si j'avais plusieurs machines en frontal connectées en permanence à Internet, etc., je le ferais également, mais c'est beaucoup plus de boulot pour les mettre à jour et tout ça, donc je trouve que c'est une bonne alternative. Donc, je vais vous montrer de toute façon dans JDOM comment on fait, mais dans Home Assistant, vous avez la possibilité aussi de déployer très facilement, un peu moins facilement je trouve que JDOM, mais facilement quand même. Ça se fait en tant que Community Add-on, donc c'est pas un service directement associé à Home Assistant, mais d'une bonne qualité quand même malgré tout, puis fortement utilisé, donc il n'y a pas de souci particulier. La procédure d'installation, elle est ici, vous avez juste à la suivre, il y a des gens qui ont fait des vidéos dessus, donc je vous laisse regarder. C'est un tout petit peu, je trouve, moins pratique que la solution de JDOM, mais ça se base sur une image qui est un petit peu plus fiable, on va dire. Voilà en gros le tour d'horizon, et puis vous avez aussi Alternative2, le site que je vous donne à chaque fois. Si vous cherchez des alternatives à WireGuard, vous mettez WireGuard, ça vous proposera de l'OpenVPN, des choses comme ça. Donc vous pouvez regarder, si vous voulez chercher autre chose, si ce que je vous propose ne vous satisfait pas, vous aurez des solutions de VPN alternatives. À vous ensuite de vous en faire une idée et de l'essayer. Moi je pense que WireGuard est actuellement, dans la majorité des situations, et surtout pour le grand public, la meilleure solution de VPN. À vous ensuite de vous en faire une idée. Voilà, maintenant je pense qu'on a fait le tour de ce qu'est WireGuard, vous avez une bonne idée de comment ça marche. On va le déployer, parce que je pense que vous êtes là pour ça aussi. Moi c'est fonctionnel sur 2 machines, donc je vais me refaire une installation juste pour vous montrer. Mais en gros, la manière dont j'utilise, et je vous montrerai avec le smartphone, c'est que je peux piloter mes services de DNS, AdGuard Home, mais aussi de VPN directement depuis ma domotique. Donc je peux arrêter mon service de VPN, et je peux aussi le démarrer à distance. Donc mon serveur WireGuard est même pas en route tout le temps, il est en route quand quelqu'un en a besoin, et puis quand on n'en a plus besoin, il peut s'éteindre, ou il peut être éteint en fonction des besoins. Ça c'est pour la mise en place. Alors comment ça se déploie WireGuard? De manière générale, vous pouvez l'installer sur un système d'exploitation, ou les déployer dans un conteneur Docker. Donc ici dans JDOM, je l'ai déployé dans un conteneur Docker. Donc dans JDOM, vous avez la possibilité d'avoir Docker Management, qui va automatiquement vous installer ce qu'il faut en termes de Docker et compagnie avec son système de dépendance. Donc j'ai un système Docker installé sur JDOM, et ensuite on peut ajouter très facilement des services de Docker, donc des conteneurs. Donc ici je vais l'appeler test, parce que de toute façon c'est quelque chose que je vais supprimer par la suite.
Le truc qui est intéressant dans JDOM, quand ils ont lancé en tout cas la partie Docker, je trouvais ça particulièrement intéressant. Vous pouvez totalement créer les choses manuellement, donc vous avez une solution manuelle, si vous l'avez créé en dehors de JDOM, et raccrocher à JDOM pour faire du monitoring, démarrer, arrêter le conteneur et compagnie. Vous pouvez faire du Docker Run, donc vous avez une ligne de commande Docker que vous tapez ici, ça démarre la ligne de commande, ça l'arrête, etc. Donc c'est du Docker. Et vous avez le Docker Compose, classique comme je vous l'ai montré avec Docker Compose. Si vous connaissez pas les différences, c'est pas très grave, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, vous pouvez regarder les autres vidéos. Moi ce que je vais vous montrer, c'est le bouton assistant ici. Quand vous cliquez sur le bouton assistant, on vous demande quel est le template que vous voulez déployer. Et un des templates qu'on a ici, c'est WG-Easy. WireGuard-Easy. Alors WireGuard Easy, c'est un projet qui a une image qui est pour moi fiable, dans le sens où vous pouvez déployer ce genre de choses, elle est maintenue, etc. Mais malgré tout, même si elle a beaucoup de contributeurs, ça reste quand même un projet petit. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui est beaucoup mis à jour, et on le voit, ici il y a assez peu de commits. Il y a des commits, mais pas énormément, donc c'est maintenu. Mais voilà, ça n'a pas une très très grosse activité en même temps. WireGuard maintenant évolue assez peu, donc il y a finalement peu de choses à mettre à jour. Si vous voulez une image WireGuard Docker très fiable, mais vous n'aurez pas la partie que je vais vous montrer après, qui est la petite partie ici, serveur web, vous avez l'image WireGuard de Linux.io. Donc cette image-ci, Linux Server WireGuard, qui est extrêmement maintenue, sans cesse, dès qu'il y a des mises à jour d'OS et compagnie, tout est remis à jour. Donc voilà, mais vous aurez quelque chose de plus compliqué à déployer. Donc c'est pour ça que je vous le montre pas ici. Donc WG-Easy, c'est un template JDOM, donc vous avez juste à faire OK, il va tout faire pour vous. Vous mettez votre adresse IP ou votre nom de domaine ou votre nom DNS. Donc ce que vous voulez, vous tapez par exemple, vous êtes chez totohébergeur.com. Voilà. Un mot de passe à l'adresse de l'interface. Alors l'adresse de l'interface, c'est un serveur web pour justement gérer vos clients, donc c'est ce service-là. Donc ça, vous mettez un mot de passe sécurisé évidemment, mais par défaut, il n'est pas exposé sur Internet. Donc normalement, il va être assez peu exposé, ce port UI, donc vous pouvez vous permettre d'avoir quelque chose de relativement simple. Attention, si vous l'exposez sur Internet, on le fait bien. Je vous ai expliqué reverse proxy et compagnie. Serveur DNS, soit vous utilisez les serveurs DNS qui sont proposés ici, ou vous mettez le vôtre. Alors moi, j'ai mon propre serveur DNS sur mon réseau. Vous avez un port WireGuard, un port d'interface graphique, vous faites valider, et automatiquement, le conteneur, tout va être créé pour vous. Donc ça prend quelques secondes, il va télécharger l'image de WireGuard, et il va démarrer le conteneur qui correspond. Le nouveau service a été créé, donc le nouveau conteneur est disponible. Donc il n'est pas démarré actuellement, et je pense que je ne le démarrerai pas, puisque on va basculer sur mon installation à moi. Mais je voulais juste vous montrer que ça fait un déploiement en Docker Compose, donc vous avez un Docker Compose avec un service. Le service est nommé WG-Easy, donc vous pouvez le renommer si vous voulez, mais bon, peu importe. Vous avez donc en variable d'environnement le host. Donc le host, je vous répète, c'est votre adresse IP si elle est fixe, ou un nom de domaine. C'est préférable d'utiliser un nom de domaine, ce sera beaucoup plus facile à utiliser. Et en plus, si vous avez l'IP dynamique, ça vous permet de cacher cette IP qui peut changer donc derrière un nom de domaine qui lui est stable. Le mot de passe, attention, c'est pas du tout le mot de passe pour votre service de VPN WireGuard, c'est votre service d'interface graphique. Le DNS, donc moi j'ai mis un DNS local, c'est mon DNS AdGuard parce que je veux que les machines qui vont se connecter via ce service aient accès au DNS AdGuard pour tout ce qui est gestion de DNS, donc pour les protections, etc. L'image, donc c'est l'image que je vous ai montrée, WGWell WG-Easy, le nom du conteneur WG-Easy, ça c'est si vous faites un Docker PS, etc. pour voir vos conteneurs Docker, un volume qui a été créé pour JDOM, donc dans WireGuard, et deux ports, le port 51820 qui est le port classique de WireGuard, et le port 51821 qui est le port pour l'interface graphique. Donc l'interface que je vous ai montré qui est ici, qui vous permet d'ajouter vos peers, donc vos clients. Restart Always pour des redémarrages en cas de crash automatique, deux capacités additionnelles NetAdmin 6 modules pour pouvoir piloter des parties réseau. Ce qu'il faut en termes de gestion IPv4 pour le forward et tout ça, pour correctement gérer la partie réseau, et puis un volume WireGuard. Si vous vous posez des questions sur tout ça, vous allez dans le projet WG-Easy, et dans la documentation, en plus de voir des exemples de l'interface graphique
pour WireGuard, vous avez des indications sur comment déployer avec Docker. Donc vous avez ici l'équivalent de ce que je viens de vous montrer en ligne de commande, donc directement avec du Docker Run, et vous avez normalement aussi toutes les variables d'environnement dont je vous ai parlé, alors quelques-unes dont je vous ai parlé, et d'autres que vous pouvez ajouter pour configurer votre service WireGuard. Vous pouvez même augmenter le niveau de sécurité en autorisant certaines adresses IP, pas d'autres. Donc si vous voulez être sûr que il n'y ait que certaines adresses IP qui puissent se connecter sur le VPN et autres, spécifier des adresses par défaut, des ranges d'adresses par défaut, tout ça. Vous pouvez vraiment configurer un tas de choses, mais par défaut, normalement ça arrive préconfiguré. Vous voyez qu'il y a 3 variables d'environnement à définir, et on n'en parle plus. Donc très facile de déployer WG-Easy, donc c'est pour ça que je peux vous le conseiller, et je pense que c'est un bon choix qu'a fait JDOM de proposer ce déploiement-là par défaut. Donc quand c'est fini, vous faites sauvegarder, donc ça enregistre votre équipement JDOM, ici c'est la partie configuration Docker WireGuard, et ensuite vous verrez ici que vous avez des informations sur le conteneur, la ligne de commande dans l'entry point en fait du conteneur, quand est-ce qu'elle a été créée, les ports qui sont mappés, il y a des petits problèmes de rendu parce que j'ai zoomé, et puis les accès pour les différents, le montage et puis les ports. Donc ensuite, évidemment, donc on se retrouve dans la partie JDOM, vous démarrez donc votre conteneur si c'est pas déjà fait. Donc ici, vous voyez qu'il est démarré, il est running. Alors j'ai tout reconfiguré pour que ce soit joli. Ça, je vous montre pas dans le détail, je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. En gros, vous aurez peut-être pas ce rendu-là par défaut, mais bon, peu importe. Et vous allez ensuite dans l'interface graphique de WireGuard. Alors par défaut, il faut vous connecter. Donc mot de passe. Le mot de passe, je le répète, c'est celui que vous avez tapé ou celui que vous avez saisi quand vous avez créé votre configuration WireGuard, c'est le mot de passe qui est en variable d'environnement. Donc une fois le mot de passe saisi, normalement ça doit fonctionner tout de suite, et vous allez pouvoir créer un peer. Donc je le répète une deuxième fois, puisque je l'ai dit il y a pas longtemps, mais attention, ce serveur-là, vous ne le déployez pas tel quel sur Internet, donc vous vous amusez pas à faire un port forwarding d'un port quelconque de votre routeur vers ce serveur. Il est non sécurisé, il n'y a pas d'HTTPS et tout ça. Si vous voulez le faire, il faut faire un reverse proxy, je vous ai expliqué dans le détail avec Swag et compagnie. Donc comment déployer un reverse proxy avec un nom de domaine, un certificat, de la sécurité à plus savoir quoi en faire, et un des services que vous exposez sur Internet, ça peut être cette interface graphique WireGuard, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, il faut le faire de manière sécurisée. Moi, je la laisse en local chez moi, puisque, a priori, j'ai pas besoin d'ajuster la liste de mes clients, donc je n'ai pas besoin d'y avoir accès à l'extérieur de chez moi, et si éventuellement j'ai besoin d'ajouter un client, je prends mon smartphone, je me connecte avec WireGuard, donc avec un VPN, je me connecte sur cette interface-là, comme si j'étais chez moi, et là je peux interagir dessus. Donc c'est simple, c'est sécurisant, et j'ai pas besoin de faire plus. Ceci étant dit, donc, on peut cliquer sur le bouton New. Par défaut, vous n'aurez pas de client, évidemment, quand vous démarrez cette interface graphique, donc vous faites New. Vous créez un client, alors moi je vais l'appeler Test par exemple, vous faites Create, et voilà, c'est fini. Vous avez ensuite la possibilité de télécharger un QR code que vous pouvez scanner avec, en particulier, tablette, ordinateur portable, si vous avez une caméra, et smartphone. Vous pouvez aussi télécharger un fichier configuration, fichier de configuration que vous envoyez sur la machine où vous avez votre client WireGuard installé. Donc ensuite, vous pouvez importer ce fichier de configuration, et du coup, vous aurez accès à ce serveur-là, puisque ce fichier de configuration contient tout. Et si vous en avez marre de cette entrée-ci, vous pouvez la supprimer. Donc vous faites delete, et on n'en parle plus. Vous pouvez aussi interdire temporairement un peer, et donc vous désactivez ici ce petit bouton on-off, et donc il va être désactivé, donc il ne devrait plus pouvoir se connecter à votre réseau VPN WireGuard. Donc ça peut être aussi intéressant si vous en avez besoin. Voilà, c'est que ça, vous voyez, WireGuard, c'est 3 variables d'environnement à définir pour votre nom de domaine, votre mot de passe de serveur graphique, et puis le serveur DNS, mais encore, par défaut, c'est pré-rempli, et tout va se déployer. Si vous avez un Docker opérationnel, ça va marcher. Il reste une dernière chose à faire, c'est que ce serveur WireGuard qui est ici, il n'est pas accessible sur Internet. Il va fonctionner en local chez vous, sur votre réseau Docker et sur la machine hôte qui héberge ce service, mais depuis Internet, il n'est pas accessible. Donc il va falloir aller sur votre routeur. Donc moi, mon routeur, c'est la Livebox, donc je vous montre sur une Livebox. Alors, certes, ça peut être décrié comme box Internet, mais j'ai pas besoin de mieux en termes de routeur, puisque ça fait... ma box Internet ne fait que routeur, c'est-à-dire que pour le Wi-Fi, j'ai des bornes dédiées Wi-Fi Mesh
de chez TP-Link que vous avez vu en vidéo. Pour le service de DNS, j'ai l'AdGuard, et donc ma box ne fait quasiment rien. Donc je peux m'en contenter pour du simple routage, elle me suffit. Donc je vais dans Réseau, et dans NAT, vous voyez que j'ai ici une entrée WireGuard, avec le port interne, je l'ai mis sur 51.820, le port externe, je l'ai aussi mis sur 51.820. Protocole, vous pouvez mettre tous, mais c'est de l'UDP, pour le service VPN WireGuard, donc vous mettez UDP, c'est mieux. Et ça part sur ma JDOM Atlas, puisque mon équipement qui héberge le service, c'est JDOM Atlas. Donc en gros, ça dit tout le trafic qui arrivera sur le routeur, donc la Livebox, sur le port 51.820, je le redirige vers le port interne 51.820 de la machine JDOM Atlas, et c'est comme ça que ça marche depuis un accès Internet externe. Restreint moi en UDP pour le protocole, mais voilà, je vous ai expliqué pourquoi, c'est parce que ça fonctionne comme ça pour WireGuard. Et c'est fini, c'est déployé, ce service est disponible sur Internet, il suffit ensuite d'aller configurer vos clients. Je vais vous montrer avec le smartphone, je vais vous montrer avec l'ordinateur portable sous Windows 11, vous allez voir, c'est très très simple, c'est vraiment pas long à mettre en place. On va refaire maintenant exactement le même type de déploiement, donc toujours avec la même image WireGuard Easy, donc WG Easy, mais ce coup-ci je vais me mettre dans un environnement beaucoup plus standard par rapport à peut-être ce que vous avez au quotidien. Donc pas de JDOM, parce que je sais que vous êtes de moins en moins nombreux à utiliser JDOM, mais plus un environnement Docker classique. Alors pour se mettre dans cet environnement-là, vous voyez à l'écran ici, Proxmox, donc c'est ma machine Intel NUC sur laquelle j'ai Proxmox installé, mon petit Home Lab sur lequel je fais des expérimentations. La machine Docker en question, je vous ai fait une vidéo dédiée, c'est un conteneur LXC, donc conteneur au sens machine virtuelle légère, conteneur LXC sur lequel j'ai installé du Docker, donc c'est un Linux classique, je crois que c'était une Debian avec Docker. Donc normalement on est là dans un environnement beaucoup plus classique par rapport à ce que vous pouvez avoir chez vous, et là où vous voulez déployer du WireGuard. Évidemment, vous pouvez aussi le déployer sur une machine macOS, sur une machine Windows, peu importe. Je ne couvre pas aussi tous les cas de figure où vous voulez connecter entre elles deux machines mobiles. Ici, c'est plus un mode classique, on va dire, où vous avez une machine centrale qui va accueillir toutes les autres machines, et cette machine centrale, c'est plutôt un serveur dans l'ensemble des machines que vous avez chez vous. Donc je me mets sur cette machine-ci. Dans cette machine-ci, il y a quand même un petit truc qui tourne, c'est Portainer. Donc Portainer, c'est le frontal web qui me permet d'avoir une utilisation simplifiée de Docker, donc pour pouvoir vous montrer beaucoup plus facilement comment déployer du Docker, donc soit via des Docker Compose ou manipuler la ligne de commande. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, le faire en ligne de commande, c'est juste que moi c'est plus visuel de vous le faire comme ça. Donc on va créer un nouveau conteneur, donc pour ça on va faire une stack. Stack c'est Docker Compose, hein, dans le langage de Portainer. La stack en question on va l'appeler WG Easy, et on va aller sur donc, le dépôt public de WG Easy, et puis on va aller chercher le fichier Docker Compose YAML. Donc ici c'est le fichier standard, alors vous pouvez vous mettre en RAW si vous voulez le copier-coller, c'est le fichier standard qui est partagé par le projet WG Easy, pour très facilement pouvoir démarrer sans que ce soit très compliqué. Il y a quand même un truc que je veux repointer encore une fois du doigt, c'est, vous voyez, ce fichier a 2 ans. De la même manière, si on regarde dans les sources, etc., vous verrez que c'est pas des choses qui bougent beaucoup. Quand on regarde dans les tags et dans les releases d'images Docker, c'est pas un projet qui évolue énormément. Il y a un petit peu d'activité, mais c'est pas énorme, et sur des projets comme un VPN, donc de WireGuard, il faut quand même se méfier de projets qui évoluent peu, ne serait-ce que pour la maintenance de sécurité, les choses comme ça, et la veille pour les attaques possibles, les choses comme ça, donc pour bien tout remettre à jour tout le temps. C'est pour ça que je vous conseille l'image de Linux Server IO, mais malheureusement, il n'y a pas de Docker mode pour avoir une interface graphique, donc ça sera compliqué pour déployer une interface graphique, donc je préfère vous montrer une solution que vous pourrez ensuite facilement exploiter. Donc je copie-colle ici en fait tout simplement le Docker Compose qui vient du projet officiel. Ne cherchez pas en description ou autre, jamais je ne vous mets de script ou de choses comme ça, c'est très rare, parce qu'en fait je veux vous faire en sorte que le contenu soit pérenne, en fait, puisse, au moment où vous consultez la vidéo, un petit peu s'adapter à ce que vous voyez. Donc je préfère vous expliquer dans le détail les choses, plutôt que vous prémâcher la solution en vous disant vous cliquez là, et vous copiez ce fichier, et puis dans 3 mois vous arrivez, il n'y a plus rien qui existe. Donc, vous prenez le fichier Docker Compose qui s'applique au moment en tout cas où vous consulterez le projet. Donc Docker Compose, je vous l'ai dit, c'est la même chose que ce que je vous ai montré dans JDOM, donc il y a un service qui est WG Easy. On vous demande une seule chose de base en tout cas
en dehors de la sécurisation et tout ça, c'est de saisir le nom d'hôte. Moi ici, je vais me mettre une adresse IP locale parce que je vais vous faire une démo et j'ai absolument pas envie, dans les démos que je vais vous faire, que mon adresse IP publique donc soit visible quelque part, et de la même manière, j'ai pas envie que mon nom de domaine soit affiché quelque part dans la vidéo. Donc pour que ce soit plus simple, je mets un hôte qui est local, donc avec une adresse IP locale sur mon réseau local. Ça n'a pas spécialement d'intérêt, à part celui de faire une démo et d'essayer d'expérimenter comme ça rapidement. Vous mettez bien soit une adresse IP publique, donc l'adresse IP de votre box opérateur. Il y a plein de manières de la récupérer. Par exemple, vous faites ip lafibre.info, et l'adresse que vous aurez ici, c'est votre adresse IP publique. Donc ici, moi je vous l'ai dit, je mets une adresse interne. N'oubliez pas que vous avez l'ensemble des configurations qui restent accessibles, donc le mot de passe pour l'interface graphique et compagnie. Ça, c'est à vous de définir si vous voulez redéfinir quoi que ce soit. Mais par défaut, vous n'êtes pas obligé et l'image va ouvrir donc les deux ports. Donc il y a juste ça à faire, vous voyez que c'est extrêmement simple. Si vous avez un nom de domaine ou si vous avez une adresse IP publique, vous la mettez, vous déployez, donc en ligne de commande ou via Portainer, c'est fini. Avec un fichier Docker Compose, on n'en parle plus, vous allez avoir un serveur WireGuard qui va être fonctionnel. Donc normalement ici on va dans la liste des conteneurs, vous voyez que WGEasy, le service, donc le conteneur est démarré. Si on va dans les logs ici, on va voir qu'il est démarré. Il y a bien un serveur web sur le port 51821. Voilà, je me suis connecté et c'est bon. J'ai donc un serveur WireGuard qui est disponible sur mon réseau local et j'ai aussi l'interface web WireGuard. Donc on va créer un client, je vais appeler le client test1 comme ça. On verra bien que c'est pas quelque chose qui préexistait. Donc sur test 1, je vais connecter mon smartphone, donc je vais vous montrer comment ça marche avec un smartphone Android. Je vais créer un autre client test 2, je vous montrerai comment je connecte mon ordinateur portable. Ici, si vous cliquez ici, vous avez le QR code pour connecter votre client sur le tunnel configuré. Je crois pas qu'on puisse configurer ici facilement d'autres tunnels, donc c'est une version, on va dire, allégée de WireGuard. C'est un vrai WireGuard qui est déployé, mais vous n'avez pas dans l'interface web toutes les capacités que permettrait de faire un WireGuard classique avec tunnel multiple, gestion de clés privées, clés publiques. Tout a été fait automatiquement pour vous. Donc vous avez la possibilité d'avoir le QR code, de télécharger ici votre fichier de config, et je vous montrerai avec l'autre machine comment on fait pour le fichier de config. Et donc il suffit ensuite de se rendre sur l'appareil sur lequel on veut configurer le tunnel WireGuard. Donc ici c'est une machine, donc un smartphone, donc machine Android. N'oubliez pas, donc évidemment, vous allez dans le Play Store pour télécharger l'APK WireGuard. Alors vous pouvez le faire depuis le Play Store sur machine Android, donc Play Store Google, mais l'APK est aussi disponible. Donc si vous allez sur le site officiel WireGuard, vous pouvez télécharger l'APK et faire un sideload. Donc à vous de voir en fonction de la solution que vous préférez. En tout cas, vous installez l'application WireGuard. Vous voyez qu'ici, il y a on va dire mon tunnel de production, le tunnel que j'utilise au quotidien. Vous faites le petit plus ici, vous allez avoir un menu qui apparaît. Dans le menu, vous pouvez évidemment télécharger le fichier de config ou prendre en photo un QR code. Donc ici, on va prendre en photo le QR code. C'est la solution la plus simple sur les appareils mobiles. On vous demande ensuite de taper un nom de tunnel. Je mets test parce qu'on s'en moque. Je fais créer le tunnel et là, vous voyez que j'ai maintenant deux options. Donc mon réseau de production et puis test. Alors ici, je suis en Wi-Fi chez moi. Je vais rester en Wi-Fi chez moi parce que je vous ai expliqué, cette version ici, ce WireGuard, je l'ai installé qu'en local. Donc de toute façon, je peux faire l'exemple qu'en local. Mais je vais quand même vous montrer que c'est fonctionnel. Donc je me connecte ici. Vous voyez que la petite clé est apparue. Normalement, la connexion va se faire. Et on voit ici, sur le portail graphique, on voit bien que je suis connecté, qu'il n'y a pas de souci particulier. Si je me déconnecte, donc si j'appuie ici sur déconnecter, on va voir aussi ici, normalement, le client qui va se déconnecter. Alors, c'est pas toujours instantané, mais en général, c'est le petit point rouge qui indique s'il y a de l'activité sur la connexion. Donc normalement, on voit en tout cas ici, les débits se sont arrêtés. Donc normalement, là, la connexion est interrompue, et donc, on est bon. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, empêcher ce client-là de se connecter. Donc vous voyez ici, j'ai cliqué sur le off. Si jamais je me connecte ici, vous allez voir que tôt ou tard, je vais avoir une petite notification Android qui va me dire ici qu'il n'y a pas de connexion valide. Donc j'ai ouvert ici une page internet, j'ai demandé le rafraîchissement de la page, vous allez voir, on va me dire il n'y a pas de connexion internet. Et d'ailleurs, on voit ici le petit Wi-Fi, un symbole ici, symbole point d'exclamation, et on voit aussi que c'est marqué ici, le réseau ne dispose d'aucun accès à internet. Donc on voit qu'on peut ici éteindre l'accès aux machines sur lesquelles on ne veut pas fournir l'accès
l'accès au réseau VPN. Donc voilà, vous avez vu en gros comment ça fonctionne. Si ici je réactive, voilà, vous voyez, ici le réseau test était activé, le réseau test s'est réactivé, tout fonctionne bien. On va laisser le smartphone de côté, il est fonctionnel, même si je suis en réseau local, que je vous ai dit, il n'y a pas un grand intérêt. On va recréer exactement le même type de client, mais ce coup-ci, on va le faire pour l'ordinateur portable qui est juste à côté. Donc pour l'ordinateur portable, ici je suis sur une machine Windows 11. Évidemment, vous n'avez pas le client WireGuard de base, moi je l'ai installé. Si vous voulez l'installer, il y a plein de manières de le faire. Une des manières, celle que je préfère, qui est la plus, on va dire, intéressante à apprendre, c'est d'utiliser Winget. À nouveau, je vous ai fait des vidéos sur Winget, donc normalement vous êtes parfaitement informé de ça. Vous pouvez installer, alors je crois que ça s'appelle WireGuard, pour éviter toute confusion, c'est le nom du module. Donc Winget, j'ai oublié install, Winget install, WireGuard.WireGuard, et c'est tout. Normalement vous faites ça, donc moi il se trouve qu'il est déjà installé, donc normalement il va me dire que le paquet est déjà installé, mais c'est tout. Vous allez voir que ici, l'installation normalement, si vous avez déjà, si vous demandez WireGuard, l'installation va se faire automatiquement, vous avez juste à faire éventuellement cliquer sur suivant, c'est tout. Et donc, le résultat de ça, c'est que vous allez vous retrouver avec une application WireGuard sur votre machine. Alors, j'ai désinstallé, moi, j'ai viré le tunnel que j'avais déjà configuré avec mon ordinateur pour qu'il n'y en ait pas, et que vous voyez que par défaut, vous arrivez comme ça avec quelque chose de vide, et vous avez un bouton pour importer le ou les tunnels, et un bouton ajouter un tunnel. Alors évidemment, il va falloir donc importer ce tunnel. Pour ça, j'ai juste à cliquer ici sur télécharger, vous mettez donc test 2, puisque j'ai décidé de le mettre dans test 2, donc de créer un autre pair évidemment pour cet ordinateur portable. Donc je le mets sur le bureau. Si vous voulez partager ce fichier, pareil, j'ai fait une vidéo, je vous conseille le très bon utilitaire ShareDrop. Je vous montre quand même vite fait à quoi ressemble ce fichier. De toute façon, c'est quelque chose que je vais jeter. Vous avez quelque chose qui ne doit jamais être partagé, c'est une clé privée. Donc c'est un mécanisme clé publique, clé privée, hein, comme SSH par exemple. Clé privée, donc vous la gardez confidentielle, ça ne doit jamais être partagé. Ensuite, vous avez de la configuration dont le réseau DNS à utiliser une fois que vous êtes connecté sur le tunnel et l'adresse, le type d'adressage du tunnel. Et vous avez ensuite la configuration du pire. La configuration du pire, c'est la configuration de lui, de l'ordinateur portable. Donc voilà en gros ce fichier que vous devez partager. Donc vous utilisez le mécanisme que vous voulez, du ShareDrop, vous partagez par SMS, voilà. Vous partagez votre fichier et à la fin, vous devez récupérer ce fichier-là sur la machine cible. Donc c'est fait, alors je vous fais pas de capture d'écran, vous allez voir c'est très facile, il y a 3 boutons à appuyer, vous faites importer, vous allez chercher donc le fichier que vous avez téléchargé, donc il s'appelle test2.config, et vous voyez ici, hop, c'est prêt. Vous avez juste à cliquer sur le bouton activer, activation en cours, et normalement on va voir ici, voilà, test2 est arrivé en direct. Et je suis maintenant connecté ici, on voit tunnel test2 a été activé. Donc sur cette machine Windows, je passe maintenant par mon tunnel WireGuard. Donc ici évidemment je suis en Wi-Fi en local, donc je suis en Wi-Fi en local, j'arrive dans mon conteneur Docker qui me ressort en local, câblé mais en local sur mon réseau chez moi. Évidemment quand vous passerez avec une interface publique, cette machine-là pourra être connectée à distance, donc soit sur un réseau externe filaire, sans fil, soit avec de la 4G, de la 5G, peu importe, et vous pourrez également accéder à ce tunnel. Voilà, donc vous avez vu 2 exemples on va dire représentatif de ce qu'on peut faire avec WireGuard, le smartphone sous Android, l'ordinateur portable sous Windows. Après ça, vous adaptez en fonction du type de machine que vous avez, mais c'est exactement le même principe, quelles que soient les machines que vous allez utiliser en fait pour déployer. Je vous montre quand même vite fait l'interface WireGuard donc sur Windows 11, ici comme ça vous aurez vu à quoi ça ressemble. C'est exactement ce que je vous ai montré dans le fichier de configuration, que je vous rouvre à côté. Et comme ça, vous aurez un élément de comparaison. Donc normalement, si vous double-cliquez dessus, le fichier .conf, vous pouvez l'ouvrir avec du bloc-notes. Vous aurez des informations qui n'apparaîtront pas dans l'interface graphique, bien évidemment. Tout ce qui est clé privée ne doit pas être visible, donc l'interface graphique ne les affiche pas. Et vous les avez puisque c'est nécessaire, c'est un secret en fait, donc c'est nécessaire pour créer la connexion, pour établir le tunnel. Vous avez donc le port d'écoute local, le type d'adressage que vous avez, donc l'adresse IP que vous pourrez recevoir. Donc ça on le voit sur l'interface web WireGuard de WGEasy, c'est comme ça, c'est ce que vous voyez. Et le serveur DNS qui a été retenu, qui est celui qui a été configuré. Vous avez la clé publique, le partage de clés. Ici, il n'y a pas d'adresse IP autorisée, donc c'est très simple. Le point de terminaison, ici, vous vérifierez bien, c'est là où vous avez votre adresse IP publique ou votre nom de domaine, avec le port qui correspond. Et vous aurez
si la connexion est établie, depuis quand et le transfert que vous aurez. Voilà en ce qui concerne WireGuard. J'espère que pour vous c'était clair, que les indications pour le déployer sont relativement faciles à suivre. Je vous le redis, il y a plein d'autres manières de le déployer, suivant les situations, suivant comment vous voulez le déployer, si vous voulez faire du pur Docker, si vous voulez faire installer en natif sur votre système d'exploitation, en fonction du type de système d'exploitation, du type de noyau Linux que vous avez et compagnie. Donc il y a plein de manières de le déployer. Ce sera à vous de voir ensuite si vous voulez creuser le sujet. Moi je vous ai montré en tout cas 2 variantes possibles et intéressantes pour déployer ce type de serveur. À vous de voir si vous voulez faire un petit peu différemment, mais vous avez vu les avantages d'un service VPN auto-hébergé. Je vous le répète une dernière fois en fin de vidéo. Vous prenez n'importe quel appareil mobile de votre logement, il peut rejoindre votre réseau local, avoir accès à toutes les machines en local de manière extrêmement sécurisée, puisque c'est un tunnel chiffré entre votre périphérique distant et votre réseau local, et il peut ensuite ressortir si nécessaire sur Internet en étant vu, considéré comme une machine de chez vous. Donc il a accès à votre serveur DHCP de chez vous, à votre serveur DNS de chez vous. Moi, comme serveur DNS, j'utilise AdGuard Home, donc ça permet d'avoir des serveurs DNS assez évolués. Et ensuite, vous avez un accès classique à Internet depuis chez vous. Donc si vous êtes à l'étranger, je sais pas, vous êtes par exemple en dehors de l'Europe, et que vous voulez consulter des sites Internet, bah, vous allez les consulter comme si vous les consultiez depuis chez vous. Et donc vous aurez des pages en français, avec des sites en français, sans avoir besoin de quelconque configuration. Donc c'est aussi extrêmement agréable et extrêmement sécurisant quand on est loin de chez soi, mais aussi quand on n'est pas très loin de chez soi, mais qu'on veut juste pouvoir se reconnecter à son réseau de manière extrêmement transparente et sécurisée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué à suivre, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci et au revoir.